Dans le Mac de la Santé aujourd'hui, on a de bonnes nouvelles dans la prise en charge de l'obésité. Certains médicaments vont être remboursés. Oui, pour certains patients en situation d'obésité. Alors on sait, ça pose plein de questions. Et bien ça tombe bien parce que justement, on est là et on vous explique tout dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis vraiment très content de vous recevoir pour une heure d'émission consacrée à votre santé, votre bien-être, dans la joie, la bonne humeur, à la cool, un peu comme à la maison. Franchement, on est plutôt pas mal. C'est un peu le mood, l'ambiance au Mac de la Santé. Bonjour Rim. Bonjour Jimmy. Vous allez bien? Très très bien. Je suis ravie d'être là, en forme, voilà. Très Et puis on va répondre aux questions de téléspectateurs et aujourd'hui de Joséphine à propos d'un aliment un peu particulier. Et oui, les baies de goji, ça a été très à la mode, un moment un peu comme un super aliment. Donc on va voir quels sont ses bienfaits. Mais elle nous demande quand même s'il y a une toxicité de ces baies, Joséphine, donc on va lui répondre. Odile Bagot, bonjour. Bonjour Jimmy. On va parler d'une affection gynécologique très douloureuse et peu connue. Exactement, je vais vous raconter la vie de deux petites glandes toutes mignonnes, les glandes de Bartholin, qui parfois nous font des misères. C'est ce qu'on appelle la bartholinite. La bartholinite. C'est très chic comme nom, la bartholinite. C'est très chic, mais c'est pas cool. C'est pas cool. Charlotte Gaspard, bonjour. Bonjour. On va parler des champignons. Souvent, quand on parle de champignons, on les veut de très très loin, mais là, ils pourraient nous aider. Oui, tout à fait. On va parler des champignons médicinaux, ceux qui, depuis des millénaires, sont utilisés en Orient et qui ont un peu le vent en poupe en Occident depuis quelques années. Et on va voir s'il y a un intérêt thérapeutique. La mycothérapie. La mycothérapie. Ça aussi, Oui. c'est chic. Exactement. Bon, faut comprendre que ça peut nous aider. Est-ce que mycothérapie, on se dit, est-ce que je vais pas attraper de mycose? Non. Exactement. Ah, on va Ce s'en n'est pas débarrasser. ni hallucinogène. On va rester... Ça existe. Oui, ce Bien sera pour sûr. une autre émission. Une autre émission. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans la Drôme, dans l'une des plus belles communes du département, Dieulefit, qui accueille de nombreux touristes, mais également des patients atteints de pathologies respiratoires, une spécialité de cette commune depuis plus de 100 ans. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions sur l'influence de l'activité physique pendant un cancer. Tiens, faut-il faire du sport pendant une chimiothérapie, mais pour quel bénéfice? Et est-ce que l'activité physique peut vous aider à éviter une récidive de cancer? Les explications avec nos deux spécialistes. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Salut Jimmy, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'était une mesure très attendue par les patients et c'est maintenant officiel. 2 médicaments anti-obésité vont être remboursés en France dans les semaines qui viennent. 2 arrêtés ont été publiés au journal officiel aujourd'hui et la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, l'a annoncé ce matin. Le Wegovy et le Mounjaro vont être pris en charge par l'assurance maladie pour certains profils de patients. Concrètement, ils devraient être remboursés à partir de la mi-juin. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir un visage familier du Mac de la Santé, le docteur Diana Kadouche, médecin nutritionniste. Bonjour. Et bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur Kadouche, on est d'accord pour dire que c'est une bonne nouvelle ce remboursement? Ah oui, c'est une sublime bonne nouvelle, hein, tant sur le plan médical, mais aussi sur le plan culturel. Parce que je vous rappelle que l'obésité, c'est une maladie chronique. Et donc, ça veut dire finalement qu'on sort enfin d'une stigmatisation qui date un peu de tous les temps. C'est-à-dire comme quoi le fait de prendre du poids et le fait d'avoir de l'obésité, c'était une maladie du bon vouloir, une maladie du manque de motivation. Donc là, finalement, avec ce message-là, on a enfin un message qui est clair. C'est une vraie pathologie chronique. C'est une maladie qui, donc, requiert un traitement. Et là, l'assurance maladie, elle nous dit quoi? Oui, c'est une vraie maladie chronique. Et donc, je fais un pas en avant pour aider les patients qui souffrent de cette maladie. Médicaments qui existaient, mais qui n'étaient pas remboursés jusque-là, en tout cas pour certains patients. Et on va vous dire qui pourra bénéficier de ce traitement remboursé par la Sécurité sociale, ou en tout cas pris en charge. Pour ça, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui définit globalement ce qui est un poids normal, le surpoids et l'obésité. C'est un calcul mathématique très simple. C'est le poids divisé par la taille au carré. Jusque-là, rien d'incroyable. Le poids normal, c'est un IMC entre 18,5 et 25. Au-delà de 25, vous êtes considéré comme en surpoids. Et pour l'obésité, c'est au-delà de 30. Mais quand on parle de remboursement, ce n'est pas tous les patients obèses qui pourront en bénéficier. On aura 2 types de patients. Ceux qui ont un IMC au-delà de 40. Et on va prendre un exemple très simple. Pour arriver à un IMC à 40, si vous êtes un homme et que vous mesurez 1,75 m pour 125 kg, eh bien vous avez un IMC qui est au-delà de 40, vous pourrez théoriquement bénéficier du remboursement. Autre situation, vous avez un IMC qui est au-delà de 35, mais vous avez des complications de l'obésité, eh bien là encore, vous pourrez être remboursé. Autre exemple, on prend une femme d'1,60 m, si elle fait 90 kg, elle a un IMC à 35,
Mais si en plus de ça, elle a une complication comme une maladie cardiovasculaire, de l'apnée du sommeil ou encore un diabète, eh bien dans ces cas-là, il sera possible de bénéficier également du remboursement. Alors jusqu'ici, le type de patient que vient de décrire Jimmy, c'est des patients à qui on pouvait proposer la chirurgie. Là, c'est un traitement qui est beaucoup moins lourd. Il pourrait se substituer justement à une opération? Alors c'est toujours la question. En réalité, ce n'est absolument pas en compétition. La chirurgie bariatrique a toute son indication. Je vous rappelle que quand même, en termes de pourcentage de perte de poids, elle propose bien plus, la chirurgie bariatrique, que ce soit par la sleeve ou le bypass. Et on le voit plutôt comme une association. D'ailleurs, on travaille, nous les médecins nutritionnistes et les médecins endocrinologues de l'obésité, on travaille en collaboration avec la chirurgie, les chirurgiens digestifs. Donc non, c'est absolument pas en compétition. Par contre, on peut s'imaginer une collaboration, c'est-à-dire, par exemple, imaginez, vous avez un IMC à 50, vous avez des risques de la chirurgie sur le plan cardiovasculaire, anesthésique. On peut tout à fait mettre ce traitement en amont pour aller, par exemple, à la chirurgie, ou inversement, tout simplement un patient qui ne veut pas la chirurgie, il peut aller vers le médicament. On peut perdre combien de kilos globalement avec ces traitements? Parce que c'est ça que les patients veulent savoir. Bien sûr. Alors, en absence de diabète, les études nous montrent que, par exemple, pour le sémaglutide, qui s'appelle le Wegovy, c'est autour de 15% de perte de poids sur un peu plus d'un an. Et pour le Mounjaro, qui s'appelle le tirzépatide, sans diabète, encore une fois, c'est 22% de perte de poids. Et quand vous dites association tout à l'heure, c'est aussi association avec quand même un régime et un programme d'activité physique. Oui. La nouveauté, là, c'est donc le remboursement de ces médicaments pour les patients dont on a parlé, à hauteur de 65%. Mais en fait, souvent, c'est des patients qui sont pris en charge à 100%. Est-ce que c'est aussi une façon de s'adresser à une population modeste qui est peut-être davantage touchée par l'obésité? Ah oui, bien sûr. L'obésité, on le sait, c'est les données depuis toujours, mais ça touche essentiellement beaucoup plus les populations qui sont dites en précarité. Donc jusqu'à maintenant, éthiquement, c'était quand même très complexe de devoir choisir qui pouvait finalement bénéficier du traitement. Donc éthiquement, on attendait cette position. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quelqu'un qui est en situation d'obésité mais qui est aisé avait accès à un traitement. Là où quelqu'un qui a du mal tous les jours, on lui dit non, désolé, c'est trop cher. C'est un peu une mesure de justice sociale en quelque sorte aussi, en d'autres termes. Qui pourra prescrire ces médicaments? Parce que là, on imagine les Français se dire, tiens, j'ai un IMC à 40, je vais aller voir mon généraliste et il va pouvoir me prescrire justement ce médicament Alors, je vais remboursé. être très honnête, parce que ça date de ce matin, c'est extrêmement flou. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a écrit dessus que c'est les médecins, bien sûr, spécialisés de l'obésité, qui travaillent notamment dans des centres d'expertise de l'obésité, les CSO, certains SMR, Ou à l'hôpital. qu'on trouve à l'hôpital. SMR, c'est les centres de rééducation. Centre de rééducation. Mais le problème que l'on a, c'est la petite peut-être coquille, on va voir, c'est en discussion, c'est qu'il y a écrit deux choses, deux différents messages, soit endocrinologue spécialisé, non, même pas spécialisé, qui travaille en accord, en partenariat avec un CSO, donc ça c'est un petit peu flou. Et dans notre partie, c'est médecins nutritionnistes libéraux qui travaillent en CSO. Centre de l'obésité, c'est ça. Centre de l'obésité. Donc, ce que je soulève par là, c'est qu'il y a un vrai problème, et c'est le seul qu'il faut retenir. On a un souci parce qu'aujourd'hui, les centres spécialisés de l'obésité, Il y en a ils combien sont en étranglés. Il y en a 42. Ça voudrait dire que sur les 10 millions déjà de Français qui souffrent d'obésité, dont 1 million, et c'est la ministre de la Santé qui l'a dit ce matin, qui pourraient bénéficier de ces traitements, 52 centres seulement pourraient répondre à la demande. Donc là, il y a une demande en tous les cas de clarification. En clair, pour l'instant, ce n'est pas le généraliste qui le Ce prescrira. n'est pas le généraliste. C'est dans des centres spécialisés, Et il faut attendre les semaines à Il faut venir pour attendre y les voir un peu plus informations. clair. Ouais, bien Ou sûr. en tout cas, ce ne sera pas remboursé. Ça peut être prescrit, mais ce ne sera pas remboursé oui. si c'est pris en charge, si Exactement. c'est prescrit par un médecin C'est ça. en libéral. Pour l'instant, donc on a dit remboursement IMC au-delà de 35 avec des complications obésité dites massives. Mais un patient qui est obèse, juste obèse, je mets des guillemets, et qui a en plus des complications, il devrait avoir droit au traitement. Est-ce que par la suite, il faudra petit à petit Alors, élargir le remboursement? on peut effectivement regretter le fait qu'on utilise encore cet indice de masse corporelle, l'IMC, qui aujourd'hui, cliniquement, on sait ne veut rien dire, surtout que toute la communauté scientifique spécialisée tend plutôt vers ce qu'on appelle le phénotypage de l'obésité. Pour le rendre très clair, vous avez un IMC, vous l'avez montré à 34, et vous avez déjà des complications comme une hypertension, un syndrome d'apnée du sommeil, et donc on vous dit non, parce que, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais juste à prendre quelques kilos de plus. C'est ça, est-ce que c'est ce message? Ou alors inversement, ça veut dire que l'IMC qui est à 41, lui, il n'a pas de complications, mais lui, il est moins à risque, plus à risque. Voilà, donc c'est encore... Donc ça va sûrement il y a du évoluer. progrès, ouais. On met un pied Mais on dans est la très porte du content. remboursement. On est et c'est ravis, une bonne c'est ce nouvelle. qu'il faut Merci retenir. beaucoup, docteur Diana Merci Kadush. Avec plaisir. Et à très vite. En cette période de très forte chaleur, vous prévoyez peut-être d'aller à la piscine pour vous rafraîchir. Et qui dit piscine dit désinfection au chlore pour éviter le bouillon de culture. C'est indispensable pour lutter contre la prolifération de bactéries, mais si les normes ne sont pas respectées, ça peut représenter un risque pour la santé des maîtres nageurs. C'est un reportage de Sybille de Barthez, Arnold Gerster et Lucie Dulois. Je suis issu d'une famille de nageurs, de pères entraîneurs. Les enfants suivent, vont dans la pataugeoire, et puis nagent, et c'est parti. C'est une odeur particulière, une piscine. Et j'étais content d'y aller.
C'était chez moi, oui. Je passais beaucoup de temps dedans. C'était effectivement ma vie. Hugues Leblanc a dédié sa vie à son métier, maître nageur. Une passion pour les piscines qu'il imaginait sans risque pour sa santé. À 30 ans, le jeune homme commence à souffrir de maux de tête ainsi que de fortes fatigues et, plus surprenant, une altération du goût. Ouais, j'avais des fois 48 heures, 72 heures où c'était pas moi, quoi. À partir du milieu de journée, fin de journée, vous avez l'impression que votre eau elle est acide. J'ai même balancé des packs entiers d'eau que je pensais qu'ils étaient périmés et en fait ça n'avait rien à voir. Hugues se rend chez le médecin qui lui recommande de voir un pneumologue pour réaliser une batterie de tests. Il souffre d'une dégénérescence pulmonaire liée à son activité en piscine. En 2009, la médecine du travail l'arrête subitement. Et là, j'ai aquagym sur le temps du midi, mon cours est près dans ma tête, ma bande son aussi. Et à 11h30, on vous dit c'est terminé. Enfin, moi j'ai dit non, j'ai cours tout à l'heure. Elle m'a dit non, c'est terminé. Vous ne retournez pas en piscine, vous ne pouvez plus être exposé aux dérivés chlorés. Hugues doit changer de poste pour cause de maladie professionnelle. Son cas n'est pas isolé. Au contact de la sueur, de l'urine, des cellules mortes des baigneurs, le chlore se transforme en trichloramine. Un gaz irritant qui envahit l'air de la piscine et peut provoquer, en cas d'exposition répétée, des dommages dans les poumons. Une piscine propre où l'eau est correctement traitée, il n'y a pas d'odeur, aucune odeur de chlore, aucune odeur de javel. Monique Bignonneau s'est spécialisée dans l'analyse de l'eau des piscines. Elle commence par vérifier les teneurs en chlore. Je vais mettre une pastille qui va me permettre d'assurer la bonne qualité désinfectante de l'eau. Donc là, je vais écraser dans les quelques gouttes. Vous voyez, là, on a déjà une eau bien rouge, ce qui veut dire qu'on a déjà beaucoup de chlore. En France, le taux de chlore recommandé dans les piscines publiques se situe entre 3 et 5 mg par litre. Ces mesures doivent être réalisées 2 fois par jour. Là, j'ai un résultat à 3,5, donc tout va bien. L'eau est parfaitement désinfectante. Impossible, donc, de se passer du chlore. Sans lui, les piscines deviendraient des bouillons de bactéries. Pour éviter les surdosages, l'expert propose de commencer par respecter les règles d'hygiène. Donc la balle est du côté des techniciens qui doivent ajuster au mieux les paramètres physico-chimiques, mais surtout aussi du côté des baigneurs qui doivent juste prendre une douche soignée, savonnée avant d'entrer dans l'eau. En France, 40% des piscines seraient délabrées selon la Fédération française de natation, une situation qui favoriserait le risque de surdosage, notamment dans les piscines couvertes. On termine ce journal avec une histoire bien réelle qui risque de donner des sueurs froides aux personnes souffrant de claustrophobie. Déjà, le décor, c'est une grotte aux États-Unis, dans l'État de New York, et le personnage principal, un randonneur. En fait, il s'y promenait avec 3 amis, mais il y a passé beaucoup plus de temps que prévu. 6 heures en tout, le corps totalement coincé dans une crevasse, des pieds à la tête. C'est ce que vous voyez en image, c'est quand même assez impressionnant. Il ne pouvait quasiment pas bouger un doigt de pied. Horrible, angoisse à laquelle s'ajoute malheureusement l'hypothermie, puisqu'il faisait simplement 10 degrés dans la grotte avec 100% d'humidité. Heureusement quand même, les secours sont arrivés en rampant jusqu'à lui. Ensuite, il a fallu percer un bout de roche pour le libérer, mais vous voyez, jusqu'au bout, il a gardé le moral. C'est quand même assez admirable. Et c'est une histoire qui se finit bien. Le randonneur est sorti de là sans aucune blessure. Oh, mais quelle idée d'aller dans un endroit aussi chaud, humide et serré. Non, ça, vous m'y croiserez pas, je vous le dis tout de suite. Chacun son truc. Merci beaucoup Emma et bonne journée. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions à propos de l'influence, l'impact de l'activité physique pendant et après un cancer. Nous serons avec le professeur Cindy Nezillet et Frédéric Chopin, qui est professeur en activité physique adaptée. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans la ville de Dieulefit, qui s'est spécialisée depuis 1920 dans la prise en charge des problèmes respiratoires. Connaissez-vous ce qu'on appelle la mycothérapie, à savoir la thérapie par les champignons? Non, peut-être pas. Et bien dans ces cas-là, je vous propose d'écouter la chronique du docteur Charlotte Gaspard. Comment soigner et éviter ce qu'on appelle la bartholinite, une infection gynécologique extrêmement douloureuse, peu connue et très fréquente. C'est ce qu'on appelle l'infection des glandes de Bartholin. Eh bien, c'est la chronique de Gilles Bagot. Nous répondrons à la question de Joséphine, une téléspectatrice qui aimerait connaître les bienfaits, les vertus des baies de goji. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs.
Et c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure le Frédéric Chopin, c'est Frédéric Chorin, l'activité physique adaptée, le professeur Chopin. C'est la musique, c'est tout autre chose, le pianiste. Rim, Charlotte, Odile, très content de vous retrouver. Charlotte, on va parler de mycothérapie, le traitement par les champignons. Quel vent en poupe. Et d'ailleurs, Rim, vous pouvez en témoigner. Oui, je reçois beaucoup de questions, alors notamment sur la crinière de lion, mais aussi les boissons à base de champignons, ça intéresse. Eh bien justement, on va parler de la crinière de lion et du reishi. On commence par le reishi. On va commencer par le reishi, que moi j'utilise au cabinet pour 2 indications principales, qui sont le soutien immunitaire pour les personnes qui font des infections à répétition. On a montré que le reishi pouvait booster les lymphocytes T, les lymphocytes natural killers, qui sont des cellules qui agissent très fortement dans l'immunité. Donc j'utilise en prévention avant l'hiver, pendant l'hiver. Et puis la deuxième indication, c'est la fatigue résiduelle après une maladie chronique, après un traumatisme et une chirurgie, et après un cancer. Alors, soyons clairs tout de suite, le reishi ne traite pas le cancer, d'accord ? Parce qu'on voit beaucoup de bêtises dangereuses sur Internet. Non, on a montré en revanche que le reishi pouvait soutenir l'immunité chez des patientes qui ont eu un cancer du sein, que ça pouvait réduire la fatigue, réduire l'anxiété. Donc ça a un intérêt certain. En revanche, attention, il y a quand même des contre-indications qu'il faut savoir respecter. Oui, on ne l'utilise pas par principe de précaution parce qu'il y a trop peu de données chez la femme enceinte et la femme allaitante. Et quand on est suivi avec un traitement anticoagulant, parce qu'on a montré que ça pouvait fluidifier un peu le sang, donc on fait attention avec son équipe de santé. On s'intéresse maintenant à ce qu'on appelle la crinière de lion. Rien que le nom, c'est plutôt sympa. Et on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors son petit nom, c'est Ericium erinaceus. Et en fait, moi, je l'utilise dans 2 indications au cabinet, notamment pour les troubles de l'humeur. Quand on a un syndrome dépressif léger à modéré, on peut retrouver avec la crinière du lion une indication parce qu'on a montré que ça pouvait diminuer le syndrome dépressif. Son grand intérêt, c'est qu'il est assez facile à utiliser, notamment en première intention non médicamenteuse et avec un soutien psychologique. Sur l'anxiété aussi, on a montré de belles preuves d'efficacité. Et puis, il est plus facile à manipuler que le millepertuis, qui est aussi une grande plante qu'on retrouve en phytothérapie pour le syndrome dépressif, parce qu'il a beaucoup moins d'interactions médicamenteuses. Donc c'est quand même assez facile à utiliser. Avec du coup, malgré tout, des contre-indications ou pas ? Toujours les mêmes, femmes enceintes et allaitantes. Et puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les allergies aux champignons, en général, on fait attention quand on doit consommer des champignons médicinaux. Alors, on les consomme comment ? Est-ce qu'on va au marché, on les achète et on les met dans l'omelette, par exemple Non, ça ne serait pas suffisant pour avoir un effet thérapeutique. Non, on va les trouver dans le marché, à la pharmacie. On est sur des gélules, en général, parfois même sur des formats plus liquides, qui sont plus faciles à prendre. Moi, ce qui m'aide à les choisir, c'est que ce soit vraiment des extraits de champignons. C'est-à-dire qu'on a extrait les molécules actives. Si vous deviez juste prendre de la poudre sèche de champignons, ça ne serait pas suffisant en molécules actives. Il faudrait en prendre des tonnes pour que ce soit efficace. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire attention que ce soit bien sourcé et que la composition soit transparente. On trouve où l'information, du coup ? C'est écrit dessus ? Alors, c'est écrit dessus. Et notamment, pour le reishi, il faut que ce soit les bêta-déglucanes qui soient vraiment mis en évidence et qu'ils soient dosés entre 25 et 30%. Concernant la crinière de lion, c'est l'éricinone et les érinacines. Voilà, j'ai pas fourché, qu'on doit vérifier et s'assurer qu'ils soient bien présents. On les prend pendant combien de temps ? Est-ce qu'on fait une cure, je ne sais pas, d'une semaine ou il faut les prendre sur du long cours ? Alors en général, c'est 1 fois à 2 fois par jour sur 2 à 3 mois et puis on réévalue l'efficacité. Pourquoi ? Parce que c'est très onéreux. Un champignon médicinal qui est issu d'un beau laboratoire et qui travaille bien, eh bien ça coûte cher. Là, on est sur 50 € par exemple. Le flacon pour une durée de 1 mois. Alors on peut trouver avec des réductions parfois, mais c'est à peu près la moyenne entre 30 à 60 € pour une cure pour 1 mois. C'est-à-dire que si on en trouve des pas chers, il faut fuir aussi ? Il faut s'inquiéter. Ouais, souvent, oui. Parce qu'il faut vraiment s'assurer de la qualité et de la provenance des champignons. Donc, si ça marche, on continue. Et sinon, vous dites au bout d'1 mois, on aura 2 mois, allez, 2 mois. Si on ne voit pas du tout d'efficacité, on arrête. Eh bien, merci de toutes ces explications. Avec plaisir. Et tout de suite, on retrouve Odile Bagot qui nous parle de bartholinite. Mais avant ça, on a reçu la question de Marie, 62 ans, qui nous dit être très fatiguée depuis le début de sa chimiothérapie et de la radiothérapie. Elle nous demande s'il est vraiment raisonnable de faire du sport. Eh bien Marie, nous allons répondre à votre question ainsi qu'à Bastien, Marc et Mona dans quelques instants dans notre dossier consacré aux bienfaits de l'activité physique pendant et après un cancer. Odile, on va parler d'un problème gynéco qui est assez fréquent mais peu connu et pourtant très douloureux. C'est ce qu'on appelle la bartholinite. Oui, tout à fait. Nous allons faire connaissance avec nos petites glandes de Bartholin, puisque c'est l'inflammation de ces petites glandes. Alors, où est-ce qu'elles se trouvent, ces glandes ? C'est 2 petites poches comme ça, qu'on va trouver à l'arrière de la vulve, à l'entrée du vagin. Et ces petites poches, elles ont un canal qui va
laisser passer des sécrétions qui permettent d'avoir une lubrification au quotidien confortable du vagin. Si un petit canal se bouche, que se passe-t-il? Eh bien, la glande va grossir, ça va faire un kyste. Donc ce kyste va pas être douloureux dans un premier temps, mais s'il s'infecte, et des germes il y en a à ce niveau-là, eh bien ça va nous donner un abcès. Et la bartholinite, c'est ça. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire que si la glande, le canal se bouche et qu'on a un kyste, qui dit kyste dit bartholinite Pas systématiquement. Ça peut arriver effectivement assez fréquemment, mais une glande peut s'infecter aussi d'elle-même. Alors, le kyste, donc sa boule, elle n'est pas douloureuse, elle est relativement souple, elle roule un petit peu sous les doigts, elle est peu gênante, sauf si elle est très volumineuse. Alors, quand les germes vont commencer à remonter, parce qu'il y a quand même beaucoup de germes au niveau du vagin, la glande va grossir, elle va gonfler, elle va se remplir de pus. L'abcès, c'est ça. À ce moment-là, on a cette douleur typique, pulsatile. Ça tape, c'est rouge, c'est chaud. On n'arrive pas bien à s'asseoir. Elles sont en général, les dames, sur une fesse quand elles sont en consultation. Et on a même du mal à marcher. Et je me souviens, quand j'étais jeune interne, on avait une vieille infirmière là, qui connaissait tout. Du bout du couloir, elle faisait le diagnostic avant nous. Elle disait, ça, c'est une bartholinite. Et elle ne se trompait pas souvent. Oh, la douleur est vraiment caractéristique. Et la Alors, démarche aussi est caractéristique. comment est-ce qu'on fait pour éviter d'en arriver là et d'arriver au stade de la bartholinite? Si on est bien attentive et qu'on se rend compte qu'on commence à avoir une petite gêne, il y a une petite boule, on a une douleur un peu lancinante, si on réagit très très vite, on peut encore, grâce à des antibiotiques par comprimés, par voie orale, éventuellement une pommade antibiotique, des soins locaux avec un antiseptique pas agressif, évidemment, vous n'allez pas mettre de l'alcool, on a une chance de couper net à cette bartholinite, mais elle peut récidiver quand même. Alors, si malheureusement on est au stade de la bartholinite et que la douleur est insupportable telle que vous l'avez décrit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, on court aux urgences gynécologiques. C'est une urgence chirurgicale parce qu'il va falloir ouvrir cet abcès. Donc on va l'inciser, on va faire sortir le pus, on va laver et on va laisser un petit peu ouvert de telle sorte que les dernières sécrétions de pus puissent sortir et que aussi la glande de Bartholin, enfin ce qu'il en reste, puisse encore sécréter un petit peu de liquide. Parce que si on retire cette glande et qu'on n'a plus de sécrétion, est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, de la sécheresse vaginale, des douleurs pendant les rapports sexuels? Alors déjà, d'enlever la glande de Bartholin, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne fera plus de bartholinite. C'est déjà une bonne chose. Et maintenant, c'est effectivement une idée reçue qui est fausse de penser que c'est la glande de Bartholin qui produit la sécrétion, la lubrification au moment des rapports sexuels. Pas du tout, c'est toute la paroi du vagin qui sécrète. Donc, la glande de Bartholin, une fois que la bartholinite a été traitée, la glande de Bartholin a été enlevée et que c'est cicatrisé, vous pouvez faire des folies de votre corps, il n'y a pas de souci. Évidemment. Et on peut faire une bartholinite de l'autre côté ensuite? Ah oui, bien fois, sûr. Ça peut effectivement être de l'autre côté, c'est quand même assez rare. Mais ce qu'on a quand même plus souvent, c'est ces bartholinites qui traînent un peu, qu'on n'a pas opéré, et ça a tendance à revenir. Et à un moment ou à un autre, on finit par l'abcès et là, on l'opère. Eh bien, merci de toutes ces explications. Tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Drôme. Et je vous propose de découvrir l'une des plus jolies communes du département, Dieulefit, un endroit où l'on respire le grand air. La ville accueille des touristes, mais également de nombreux patients qui souffrent de problèmes respiratoires. Dieulefit, en fait, s'est spécialisé dans la prise en charge des maladies pulmonaires dès les années 1920. Fanny Bouteiller, Guillaume Biraud, Khalid Mamoun. À Dieulefit, c'est un rituel quotidien. Vous allez à votre allure, tranquillement, hein, d'accord? Une marche matinale pour les patients du centre de réadaptation cardio-respiratoire. Robert souffre d'une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive due au tabac. Ça donne une grosse insuffisance respiratoire. C'est difficile de se réentraîner, mais il faut le faire parce que sans ça, on est voué à l'immobilisme. Hein, voilà. Sous des arbres centenaires, chacun cherche son souffle. On respire bien surtout, hein, d'accord? On fait des petits pas et on n'hésite pas de marquer une pause si vraiment c'est difficile. Voilà. Je pense que c'est très important que ça fasse partie du quotidien pour tout le monde. Et puis alors on avoue qu'ici, on est un peu un centre aussi qui a un peu particulier par rapport à ça, c'est qu'on a un parc aussi magnifique. Et donc, du coup, c'est toujours quelque chose de très motivant pour les patients, justement, de marcher dans ce parc-là et d'observer la nature, entouré des belles montagnes et tout ça. On récupère tranquillement.
88 de pouls. Allez, c'est bien. J'ai fait des progrès quand même ici, beaucoup. Parce qu'avant, je marchais très peu. Là, j'arrive à faire pas mal quand même. Oui, oui. Aider ceux qui ont du mal à respirer, l'héritage d'un savoir-faire dans ce petit village de la Drôme provençale. Ces ruelles pavées honorent la mémoire de médecins qui ont marqué leur époque. Dès les années 20, Diolfi se spécialise dans la prise en charge des maladies respiratoires. Georges Luigi, Marc Préau et Georges Springer, 3 médecins contribuent à l'émergence locale du climatisme, la thérapie par le grand air. La région ici est connue, Diolfi en tout cas, pour son microclimat. On est dans une vallée, donc avec entouré de montagnes, mais voilà, donc il n'y a pas de brouillard, pas d'humidité, beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. C'est pour ça qu'on vient prendre l'air à Diolfi finalement. Carole a emménagé dans le village après une carrière en région parisienne. Toute petite déjà, elle venait ici soigner sa maladie. Ça s'appelle une dilatation des bronches. Moi, j'ai eu cette maladie après une rougeole qui a été grave quand j'avais 3 ans. Il y a beaucoup de gens ici qui sont venus parce que leurs enfants étaient malades des poumons et que la région est belle, ils y sont restés. 2 fois par semaine, une kinésithérapeute se rend chez Carole. Et bonjour! La dilatation des bronches est une maladie chronique. L'accumulation de mucus peut entraîner une infection. On va ventiler jusqu'à ce qu'elle sente que les sécrétions sont sur les hautes bronches et qu'elle va pouvoir les expectorer. La kiné-respi, c'est vraiment fondamental pour cette maladie. C'est le premier médicament. Voilà. Et moi, j'ai eu une vie normale. J'ai vécu. En 50 ans, la médecine a fait du chemin. À Diolfi, le climatisme appartient désormais au passé. Aujourd'hui, on peut prendre en charge un patient atteint d'une maladie chronique partout, dans un centre d'adaptation comme celui-ci qui peut être en pleine ville. Les résultats seraient identiques. La seule différence pour les patients, c'est que venir dans ce lieu calme, verdoyant, à la campagne, loin de la pollution, c'est plus confortable, c'est plus rassurant, c'est plus apaisant pour ces patients. C'est un plus. Diolfi a tourné la page du climatisme. Mais le bon air de ces montagnes attire toujours autant de vacanciers chaque année. Eh bien, ça donne envie d'y aller, même quand on n'a pas de problème respiratoire. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et Joséphine nous demande donc si les baies de goji sont bonnes pour la santé ou est-ce qu'elles sont toxiques. Alors, ce sont des petites baies rouges qu'on va voir ici en photo. Et dans les magasins, on les trouve essentiellement sous cette forme, donc de baies séchées, voilà, avec une jolie petite couleur, un petit goût acidulé. Est-ce que vous avez déjà goûté ? Oui, dans les salades, en général, on en met un petit Exactement. peu. Je vous en propose, si vous voulez les goûter et me dire ce que vous en pensez. Dans mon muesli, elles sont plus hydratées. Ah, vous en mettez dans du yaourt Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est vrai que c'est un peu sec, quand même. On laisse tremper dans le muesli. C'est ça, donc on va l'hydrater un peu peut-être avant de le déguster. Il y a un petit goût un peu sucré, un peu acidulé, mais un peu sec quand même. Et alors c'est vrai que c'était très à la mode. Moi je me rappelle, c'était un des premiers super aliments dont j'avais entendu parler. Et on les a beaucoup présentés, notamment on les a mis en avant pour leur teneur en vitamine C. Alors qu'en disent les nutritionnistes ? Alors donc j'ai posé la question à Virginie Dubois, qui est diététicienne nutritionniste. Elle me disait que c'est vrai qu'elles ont des bienfaits, ces baies de goji. Elles contiennent des fibres, des vitamines, des antioxydants. Par contre, pour l'apport en vitamine C, là, on a peut-être un petit peu exagéré parce que comme elles sont séchées, il n'y en a finalement pas tant que ça si on les compare, par exemple, aux oranges. Donc, vous voyez, les baies de goji, c'est 30 mg au 100 g, mais on en mange rarement 100 g. Les oranges, 47 mg au 100 g. Et le grand vainqueur, le kiwi,
81 mg au 100 g. Donc ça serait simplement un petit complément pour la vitamine C. Et alors en revanche, c'est vrai qu'on lit pas mal d'allégations santé, type détox, etc. Et également que ça ferait maigrir ou encore que ça ralentit le vieillissement. Bon, bah là, non, hein, clairement, c'est exagéré. On va dire que c'est simplement un aliment intéressant à mettre dans son alimentation. Pourquoi pas, tant qu'elle est équilibrée. Alors, pour la vitamine C, franchement, on repassera, vous avez raison. Ah hein. oui, c'est peu. 30 mg pour 100 grammes, là, dans ce petit flacon, j'imagine que j'ai quoi, 10 grammes peut-être, 15 grammes Ouais, peut-être un peu Allez, plus. 15 grammes, ouais, ça veut dire que j'ai quasiment pas de vitamine C. C'est ça, c'est Donc, un petit plus. Alors tout qu'un simplement. kiwi, bah, on a facilement, avec un kiwi, quasiment l'apport journalier en vitamine C. Donc, on repassera pour ça. Mais notre téléspectatrice s'inquiétait des effets peut-être toxiques des baies de goji. Alors, C'est il n'y possible a pas de toxicité particulière. C'est vrai, quand on entend baies, on peut penser aux baies empoisonnées. Là, pas de risque. Mais par contre, il peut y avoir des résidus de pesticides, notamment dans celles qui viennent de Chine. Il y en a pas mal qui viennent de Chine. Et là, on a noté des taux un peu plus élevés de pesticides. Donc voilà, faites attention à la provenance. Pour les trouver, en général, c'est pas mal en magasin bio ou dans les rayons à côté des noix de cajou, des amandes, etc. Et ça a un petit coût. Il faut compter donc 5 € pour un paquet de 100 grammes. On trouve, voilà, exactement. cher, hein. Bah oui, c'est aliment à la mode, quoi. C'est vraiment ça. Et on trouve aussi des paquets de 1 kg à 20 € environ. Voilà, donc c'est un peu moins cher, mais ça reste quand même cher. Alors, Odile, vous disiez le consommer dans du muesli, Oui. moi dans de la salade. Charlotte, vous en mangez, vous avez dit? Très rarement, mais aussi plutôt pour le petit déjeuner ou pour mettre un peu de couleur. Oui, j'avoue que C'est vrai c'est que plus c'est pour le joli. côté Dans une coloré que assiette, le c'est très côté joli, vous avez raison. nutritionnel. Ouais. Bah, en gros, c'est vrai que sous la forme séchée, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un petit peu sucré. On est à 70 grammes pour 100 grammes, comme tous c'est les énorme. fruits séchés. Voilà. parce que Mais c'est on en sec. mange un tout petit peu, donc il ne faut pas en abuser. Et dans l'idéal, on dit 10 à 20 grammes par jour. Une petite poignée, ça suffit largement. Le yaourt, c'est bien. Dans les céréales également. Au-dessus d'une salade, pourquoi pas, ou dans un smoothie, ça nous donne un petit plus acidulé. Voilà, rien de miraculeux, juste un petit plaisir à ajouter dans son alimentation, c'est tout. Eh bien, merci de toutes ces explications. On passe à notre dossier du jour. Pendant longtemps, on a recommandé aux patients atteints d'un cancer le repos absolu. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on le sait, l'activité physique, elle améliore la qualité de vie pendant la maladie, mais pas seulement. Elle peut également freiner la progression du cancer et même réduire le risque de récidive. On répond à toutes vos questions avec nos deux invités. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Cindy Neuzier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue et oncologue digestif à l'hôpital Paul Brousse. C'est à Villejuif, c'est la PHP. Et nous sommes ravis d'accueillir Frédéric Chorin. Tout à l'heure, j'ai dit Frédéric Chopin. Bon, tout aussi créatif. Tout aussi créatif. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes professeur en activité physique adaptée au CHU de Nice. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Je vous propose qu'on divise ce dossier en deux temps. Dans un premier temps, on fait l'activité physique pendant le cancer et on répondra à vos questions sur le post-cancer dans un second temps. On a cette question de Marie. Elle a 62 ans. Elle nous dit qu'elle est fatiguée depuis le début de sa chimiothérapie et de sa radiothérapie. Elle nous demande si c'est vraiment raisonnable de faire du sport. C'est même conseillé d'en faire, mais par contre, je ne dirais pas le sport, je dirais l'activité physique. Parce que c'est ça aussi un terme qui peut des fois effrayer les patients. Alors, c'est quoi du coup ? L'activité physique, ça va être toutes les situations du quotidien où on est en mouvement. On n'est pas assis sur sa chaise ou dans son lit. Et on sait qu'en fait, au cours du cancer, à la fois du fait de la maladie et du fait du traitement, on réduit son activité physique et donc on est sujet à ce qu'on appelle le déconditionnement. C'est-à-dire qu'on bouge moins, donc on perd du muscle, on perd des capacités cardiaques et respiratoires à l'effort. Et donc, ça aggrave au fur et à mesure la sensation de fatigue et les capacités à bouger. Donc en fait, on s'installe dans un cercle vicieux. Et donc la manière de casser ce cercle et de diminuer la fatigue, c'est de bouger. Et donc dans l'activité physique, ça comprend les activités sportives, mais aussi toutes les activités qu'on fait quand on se déplace, quand on jardine, quand on bricole, quand on danse, quand on joue avec ses enfants. Ça fait partie de l'activité physique. Mais il y a aussi un message, c'est vrai que pendant un certain temps, on disait... Même si vous faites un tout petit peu, écoutez votre corps, c'est pas grave de ne pas être trop intensif. Maintenant, on sait aussi qu'il y a quand même une notion de dose qui compte et que pour avoir des bénéfices de l'activité physique, il faut non seulement bouger, mais aussi bouger suffisamment. Mais je pense que il faut bouger combien dans ces cas-là ? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. En plus, on a des patients qui ont la maladie. Et là, notre téléspectatrice, elle nous dit qu'elle est fatiguée. Vous nous dites que paradoxalement, finalement, plus on serait fatigué, plus on aurait intérêt et de bénéfice à y aller. Alors, on fait combien et comment ?
Alors, normalement, il faudrait faire 30 minutes d'activité physique par jour à intensité modérée. Ça, c'est les recommandations de la population générale. Exactement. Et les recommandations pour la population atteinte de cancer, c'est d'aller vers ces recommandations. Donc, 30 minutes d'activité modérée tous les jours. Et qu'est-ce qu'on appelle modéré? Intense, on comprend, on court, on attrape le bus, on est essoufflé comme c'est pas possible, on a fait un sprint. C'est une très bonne remarque. Il y a plusieurs indicateurs, donc les montres, mais tout le monde n'a pas de montre. Et il y a ce qu'on appelle le talk test, en fonction de comment vous parlez. Donc si vous êtes entre 3 et 10 mots quand vous êtes en train de marcher et que vous ne pouvez pas faire plus, vous êtes à intensité modérée. Donc on arrive à parler, mais pas à réciter une poésie d'un coup. Si on raconte une poésie, c'est qu'on n'est pas suffisamment intense. Donc soit on va monter des escaliers, soit on va accélérer un peu le pas. Mais du coup, c'est des moyens pour pouvoir avoir un bon indicateur de son intensité modérée. Donc ça, c'est l'activité modérée, vous l'aurez compris, 30 minutes tous les jours. Et on imagine que maintenant, vous le dites, vous, aux patients, c'est-à-dire qu'en complément de la chimiothérapie, vous dites, en plus, il faut faire de l'activité, ça fait partie presque d'une prescription? Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on explique aux patients qu'il y a la part des traitements oncologiques spécifiques et qu'il y a tout ce qui va autour pour optimiser l'efficacité de ces traitements. Et il y a 2 versants, moi, sur lesquels j'insiste beaucoup, qui sont la nutrition d'un côté, parce que par contre, quand on bouge, il faut aussi qu'on ait des apports suffisants en protéines et en calories, donc c'est vraiment indissociable, et l'activité physique. Et donc souvent, c'est bien quand on a le patient en face de nous avec son accompagnant, souvent qui est là, de dire toutes les chimios peuvent occasionner de la fatigue, et le meilleur traitement de la fatigue, c'est de, et là ils vont nous dire se reposer, et donc non, de dire c'est de ne pas se reposer. C'est totalement contre-intuitif. Je suis fatigué, il faut que je bouge. La fatigue en lien avec la chimio et le cancer est différente de la fatigue qu'on a indépendamment de la maladie. Justement parce qu'on a ce processus de la maladie qui nous fait perdre du muscle plus vite que quand on n'a pas de problème de santé sous-jacent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette urgence à mobiliser les muscles pour les entretenir et pour mieux supporter les traitements. Ça, c'est un discours qui est, à mon sens, récent. Enfin, je ne suis pas si vieux, mais j'ai passé mon internat en 2010. Ouais. On n'avait pas ce discours. On dit oui, le sport, c'est bon pour la santé. C'était un peu caricatural. Ouais. Mais là, c'est vraiment récent, ces données. C'est vrai qu'on avait depuis longtemps, je pense, les données en prévention primaire pour dire faire de l'activité physique, ça réduit les problèmes cardiovasculaires, le risque de cancer aussi, il y avait des données. Et de donner de la crédibilité à l'activité physique en cours de traitement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus récent et qui a émergé aussi avec le développement de professionnels. C'est-à-dire que quand on dit il faut faire 30 minutes 5 fois par semaine, tous les patients ne peuvent pas le faire seuls. Il y a besoin, surtout quand on est face à la maladie, au traitement, à des limitations, d'être accompagné par ces professionnels qui, eux, sont récents. Justement, on a cette question de Bastien qui nous dit « Sous-traitement à cause d'un cancer de la prostate, je suis vite à bout. Comment reprendre progressivement sans me décourager ?» C'est là qu'une activité physique adaptée peut accompagner les patients, mais comment? Totalement, parce que j'ai donné les recommandations. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça va être beaucoup trop. Donc en fait, il faut y aller progressivement et du coup, pouvoir évaluer à quel stade ils en sont, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc en fait, s'ils font 10 minutes par jour, oui, évidemment, je ne vais pas passer tout de suite à 30 minutes par jour, ça n'a pas de sens. Donc en fait, c'est de pouvoir contrôler ça. Et il y a des enseignants en activité physique adaptée qui sont diplômés pour ça, qui vont pouvoir contrôler la charge. Et en plus, les accompagner en mode, OK, moi, je vous donne ça comme recommandation, vous pouvez faire ça de manière autonome, et moi, je vous accompagne sur d'autres parties un peu plus spécifiques. Et quelqu'un qui était sédentaire avant et n'a jamais fait d'activité physique, comment vous l'accompagnez ? Alors, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire qu'une personne qui était sédentaire, qui ne faisait rien, pareil, les recommandations sont beaucoup trop importantes. Donc, du coup, on va essayer de pas forcément mettre de la dose et de l'intensité, mais par contre de la régularité. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Ah moi, j'ai pas eu le temps cette semaine, mais je vais faire 210 minutes d'un coup. » Ça n'a pas de sens. Donc, c'est le cardiologue François Carré qui en parle beaucoup. L'activité physique, c'est comme le brossage de dents. C'est tous les jours. C'est pas 7 fois le dimanche. Et l'activité physique, c'est exactement la même chose. Puisqu'on se rend compte que ça peut agir comme un médicament. Alors, on ne va pas remplacer une chimiothérapie par de l'activité physique, mais quand même, de plus en plus d'études montrent que cette activité physique, elle a une action. Lorsque vous avez un cancer, ce cancer, il produit des molécules inflammatoires, des médiateurs qui aboutissent à un cancer de plus en plus gros. Lorsque vous faites de l'activité physique, de l'activité sportive, vous allez produire tout un tas de molécules qu'on a représentées ici. Des hormones, des molécules anti-inflammatoires, ce qu'on appelle des métabolites, des micro-ARN, bref, on vous a montré qu'il se passe des choses et ça va aboutir à quoi? À ce qu'on appelle un remodelage vasculaire. En clair, on va modifier la vascularisation de la tumeur, on va changer notamment son oxygénation et on va permettre aux cellules du système immunitaire potentiellement d'être plus efficaces et peut-être d'utiliser l'activité physique comme une arme anti-cancer
à part entière en complément des traitements? Tout à fait, c'est ça la nouveauté aussi de ces dernières années, c'est qu'avant, on connaissait l'activité physique plus sur le mode bien-être, côté musculaire, côté cardio-respiratoire. Mais il y a des nouveaux aspects qui sont ressortis sur la stimulation de l'immunité antitumorale, sur des effets possibles antitumoraux spécifiques, sur l'optimisation des patients avant une chirurgie pour qu'ils se remettent mieux derrière de cette chirurgie, qui font que ça se déploie maintenant en prise en charge à part entière en association avec les traitements oncologiques. Et maintenant, la vraie question qui se pose, c'est comment faire en sorte que ce soit accessible à tous les patients sur le territoire. C'est tout l'enjeu. Est-ce qu'on peut le prescrire? Est-ce qu'il y a une prise en charge possible dans certains centres? Parce que Frédéric, vous exercez, on vous trouve notamment à l'hôpital. À l'hôpital, au CHU, c'est ça exactement. Donc les prescriptions doivent être faites par les médecins traitants. La problématique qui est actuellement, c'est que le remboursement Sécu n'est pas encore mis en place. Par contre, et c'est important que les médecins prescrivent, parce qu'avec une facture de l'enseignant APA, les mutuelles participent à ce remboursement. Donc ça, on en est là. Il y a certaines collectivités qui participent aussi au remboursement. Je crois Strasbourg, nous avons sport sur ordonnance, absolument, qu'on peut prescrire aux patients. Et à Paris aussi, je crois qu'il y a des expérimentations où il y a des expérimentations. Et là, en début de semaine, il y a quelque chose de très neuf qui est sorti. En fait, il y a 3 régions, donc Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et PACA, qui vont participer à une expérimentation pendant 2 ans où il y aura un remboursement des séances d'activité physique pour les personnes atteintes de cancer. Là, c'est tout neuf. Donc c'est une expérimentation encore, malheureusement, mais on avance et du coup, des séances d'activité physique vont être remboursées par la Sécurité sociale. On a reçu vraiment des tonnes de questions auxquelles on va essayer de répondre dans un instant. On essaiera de répondre au maximum parce que vraiment, on me dit dans l'oreillette que c'est un raz-de-marée de questions. Donc ce sujet est vraiment important et on voit que ça vous concerne. Mais avant ça, on a un reportage. Pratiquer une activité physique à haute intensité juste avant une chimiothérapie, ça peut sembler sur le papier être une mauvaise idée. Et pourtant, de plus en plus d'études montrent un réel bénéfice pour certains patients. C'est ce que vous allez voir avec Philippe, pris en charge au CHU de Besançon. Un reportage de Khadija Darezig, Julien Nativel, Stéphane Gioviado. Un immeuble d'hôpital comme seul horizon. Et cette chambre, d'une quinzaine de mètres carrés où Philippe doit vivre reclus pendant au moins 6 semaines. Il y a quelques mois, on lui a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique, un cancer du sang. J'avais aucun symptôme, c'est-à-dire que j'étais en forme, je n'étais pas fatigué, je faisais mon sport, je faisais ma vie, quoi. Et puis, on vous dit ça, vous comprenez, au début, je faisais un peu un déni de ce que j'avais, j'y croyais pas. Pour traiter la maladie, Philippe suit une chimiothérapie au CHU de Besançon. Comme ses défenses immunitaires sont affaiblies par le traitement, il est isolé dans une chambre dite stérile. Il n'a pas le droit d'en sortir et les visites sont très limitées. Bonjour Monsieur Barnet. Bonjour Mathis. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Alors la venue de Mathis, enseignant en activité physique adaptée, il l'attend avec impatience. Au moins 2 fois par semaine, il l'accompagne dans des exercices dits de haute intensité. Nous, on va chercher à générer un effort qui nous permette de sentir l'essoufflement, quitte à qu'on sente bien la chaleur. Ok? Très bien. 4, 3, 2, 1, c'est reparti. Donc on continue de souffler, et puis 20 secondes du coup. Je me fais souffrir. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, on a toujours dit. Nous, l'objectif, c'est que vous soyez le plus en forme possible à la sortie. Au CHU de Besançon, l'activité physique fait partie intégrante du protocole de soins des patients atteints d'un cancer. Alors Mathis, cette séance, comment ça s'est passé? Une approche innovante, fondée sur plusieurs études ayant démontré les bénéfices des exercices de haute intensité dans le traitement de la maladie. L'enjeu de la haute intensité, que ce soit du renforcement musculaire ou de l'activité d'endurance, c'est de pouvoir entraîner le système cardiovasculaire et musculaire pour lutter contre le déconditionnement imposé, induit par les traitements, que ce soit la radiothérapie, la chimiothérapie ou la chirurgie. Bonjour monsieur, on va mettre la chimiothérapie, hein? Des patients plus forts, ce qui permet, selon les soignants, de mieux supporter les traitements. Plus on a un patient qui est physiquement bien, plus il mange bien, plus il récupère plus facilement. Et nous, en fait, de notre côté, on peut enchaîner correctement les traitements sans perdre de temps et sans perdre de chance. L'efficacité se voit comme ça aussi. La chimiothérapie, une étape très éprouvante pour les patients, que Philippe parvient désormais à aborder un peu plus sereinement,
2 heures à peine après sa séance de vélo. La séance de sport me permet effectivement de mieux digérer la chimiothérapie, de me vider la tête. Et puis, vous voyez, quand vous faites du sport, vous sécrétez déjà des endorphines. Et ça vous donne aussi une sensation de bien-être. Il reste à Philippe 2 cures de chimiothérapie avant de pouvoir envisager de quitter sa chambre stérile. Par la suite, il reviendra régulièrement à l'hôpital afin de poursuivre son traitement et l'activité physique adaptée. Alors là, c'est vraiment déroutant. De l'activité physique pendant la chimiothérapie. Oui, c'est vrai que le reportage parle de lui-même, en fait. C'est vraiment maintenant une modalité qu'on incorpore dans nos parcours patients. Et donc, ça peut être juste avant la séance de chimio. C'est aussi pendant les intercures de chimiothérapie. Nous, on a des programmes, justement, qu'on développe avec Frédéric pour préparer les patients à la chirurgie. Là, on est sur une durée où sur plusieurs semaines, on prépare les patients pour les faire gagner en conditions physiques. Comme un sportif de haut niveau. Voilà, on les prépare avant une compétition, là, c'est la même chose, de générer un pic de forme pour qu'il puisse absorber soit la chirurgie, soit la chimiothérapie de la meilleure manière. Marc nous pose cette question. Il est sous chimiothérapie. Il a des fourmillements dans les pieds puisque certaines chimiothérapies attaquent les nerfs. Quels sports sont sûrs pour éviter les chutes? Qu'est-ce qu'on peut proposer à un patient qui a des troubles de la sensibilité au niveau des pieds à cause des traitements? En fait, on recommande assez rarement un sport spécifique. La seule chose qu'on veut, c'est qu'il puisse en faire de l'activité. Donc, s'il a peur de chuter, on peut aller sur des vélos. Si c'est douloureux, il peut aller sur de la natation. Enfin, c'est des choses qui vont être adaptées à ce qu'il a envie de faire, parce qu'il faut qu'il prenne plaisir. Parce qu'en fait, si on ne les fait pas adhérer à faire de l'activité physique, on va les perdre. Donc ça, c'est la première chose. Et après, les mettre en sécurité, mais peu importe la discipline. Dites, on va les perdre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du plaisir. Il ne faut pas que ce soit une corvée, une tannée avec... Exactement. En se disant, la chimiothérapie, elle a des effets secondaires, mais de toute façon, je suis obligé de les accepter. Le sport, l'activité, elle doit être de plein gré et plaisir. C'est ça. En fait, il faut vraiment les faire adhérer. Et pour les faire adhérer, il y a plein de solutions. Un côté social, c'est-à-dire faire de l'activité physique en groupe, faire une activité qu'on aime. En fait, si on n'arrive pas à les faire adhérer à l'activité physique sur des patients qui sont sédentaires, qui n'ont jamais fait d'activité physique, c'est plus compliqué. Si c'est des gens qui ont déjà fait de l'activité physique, c'est un petit peu plus simple. Mais ça peut être n'importe quelle discipline du moment qu'ils font de l'activité physique. Mona, elle a des problèmes d'équilibre. Elle nous dit, depuis qu'elle a une chimiothérapie pour un cancer du côlon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Renforcement musculaire, de l'équilibre, avec un professionnel d'abord pour la mettre en sécurité, comme ça elle va reprendre confiance. Et après, on va donner des tips chez vous. Mettez-vous, quand vous regardez la télé, debout derrière votre canapé. Et puis vous mettez sur une jambe, vous mettez les deux mains dessus, et puis vous enlevez un appui. Enfin, c'est des astuces comme ça qu'on va donner pour qu'ils puissent le rentrer dans leur quotidien. Sylvie, elle a eu un cancer du sein. Elle a été opérée il y a 13 ans. Elle nous demande si elle peut faire du vélo elliptique sans risque. Elle nous souhaite bonne continuation. Eh bien, on vous souhaite bon courage, Sylvie, évidemment. En post-cancer, c'est également intéressant. Là, son cancer à Sylvie, c'était il y a 13 ans. Et alors, on a des données qui sont générées souvent juste après les traitements, notamment dans le domaine, moi je suis concernée davantage sur les cancers digestifs. Il y a une question sur le cancer du pancréas juste après. Voilà, le cancer du pancréas, mais dans le cancer colorectal, il y a eu une grosse étude qui a été publiée dans le plus grand journal de médecine qui s'appelle le New England Journal of Medicine en début d'année dernière, qui a montré en fait que la pratique d'activité physique adaptée après la chirurgie d'un cancer du côlon localisé permettait d'améliorer la survie des patients. Donc, ça réduisait de 40% le risque de décès, de 30% le risque de récidive du cancer colorectal, donc quelque chose qui est de la même magnitude que ce qu'on voit avec la chimiothérapie adjuvante, en fait, chez les patients. Donc, comme on disait, ça ne remplace pas, mais c'est un outil supplémentaire. Et si l'activité physique était un médicament, on parlait des médicaments de l'obésité, ce serait remboursé, en fait. Et là, en fait, on est dans une situation où c'est de l'intervention non médicamenteuse, où en fait on ne prescrit pas juste bouger, il faut prescrire un certain protocole. C'est-à-dire que dans l'adjuvant du cancer du côlon, par exemple, on ne disait pas juste aux patients, vous savez, c'est important de bouger. Ils avaient un accompagnement personnalisé par un professionnel qui les voyait tous les 15 jours, puis tous les mois pendant 3 ans. Et donc en fait, ce qu'on doit faire valider, ce n'est pas juste le fait de bouger de façon vague, c'est des interventions bien structurées pour chacune des indications et qui démontrent leur efficacité. Bon, dans le remboursement des médicaments anti-obésité, il n'y a pas de compétition entre les maladies, mais on espère vraiment que le prochain chantier, c'est l'activité physique adaptée remboursée. Ça nécessite quand même un changement de paradigme pour nos patients qui sont malades parce que ça nécessite une nouvelle organisation dans leur vie. Donc effectivement, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Moi, je suis médecin généraliste, donc au quotidien, je vois bien que les gens veulent continuer à travailler, continuer à faire comme avant, et il n'y a peut-être même pas de place pour ça. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit changer notre discours en disant, en fait,
Ramenez du sport, ramenez de l'activité physique et protégez-vous avant, pendant et après le cancer. Avec parfois des choses simples. Jean-Marie, il a un cancer du pancréas depuis 4 ans et demi. Il est sous chimiothérapie orale. Il fait 25 km de marche 2 fois par mois. Alors, il nous dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop 25 km de marche, mais 2 fois par mois. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas en faire un peu moins, mais plus souvent? Ouais, ou c'est déjà très bien? Bon courage, évidemment. Oui. Non, on ne va pas juger. C'est très bien, et puis ça fait des belles randos, donc de temps en temps, c'est très bien. J'imagine qu'il ne le fait pas tout seul, donc encore une fois, c'est très bien. Je pense que ça ne sera jamais trop, mais je vais revenir à ce que je disais au début, c'est que plus régulièrement, c'est mieux, avec de temps en temps des doses un peu plus importantes, pourquoi pas. Mais il faut juste le contrôler, et puis ça, il peut encore une fois aller voir un professionnel pour pouvoir le faire. Laurent nous demande si ça peut aider à gérer également l'anxiété, parce que là on a parlé d'efficacité des traitements. On peut imaginer qu'en termes de douleur, ça peut également, on a moins de douleur. Oui, alors il y a des données sur les nausées, notamment parce qu'en fait ça focalise l'attention sur autre chose, sur l'image de soi, sur l'anxiété. En effet, ça apporte des effets bénéfiques. Et je pense qu'aussi il y a un élément important à indiquer, c'est que les objectifs vont pas être les mêmes quand on est dans une situation de maladie avancée, où on va être vraiment concentré sur la réduction des symptômes liés au traitement, le maintien de la condition physique dans le long cours, et la situation dont on parlait, par exemple, de préparation à la chirurgie, où là, on va être sur quelque chose de plus court, mais avec un objectif bien clair. Et donc, on va demander aux patients de faire plus qu'en situation avancée, d'où l'importance de la technique, en fait, des professionnels en APA. On a reçu plein de questions à propos de différents cancers, chez des patients qui ont des âges différents. Est-ce que ce qu'on dit aujourd'hui est valable pour tous et tout le monde, quel que soit le stade, même si pour l'instant on n'a peut-être pas des données partout? Alors, il y a des données dans la littérature à peu près pour tous les cancers et à tous les stades. Globalement, le niveau de preuve, simplement, n'est pas celui de phase 3 randomisé, comme on disait, par exemple, pour le cancer du côlon. Donc, c'est souvent sur les cancers fréquents, comme le sein et le côlon, qu'on a le meilleur niveau de preuve. Mais globalement, on sait que c'est des interventions qui n'ont pas de risque et qui démontrent un bénéfice à condition d'atteindre une intensité suffisante. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion qui est importante. Et donc, les bénéfices sont pour tout le monde, mais le programme ne va pas être le même en fonction de l'âge, du stade, du cancer. Voilà. Ou l'activité physique adaptée. On a Muriel qui a de l'hormonothérapie dans le cadre d'un cancer du sein. Elle a des douleurs articulaires. Et elle nous demande qu'est-ce qu'elle peut faire. C'est vrai que bouger quand on a des douleurs articulaires... Et oui, ça c'est comme tous les problèmes de rhumato. C'est-à-dire qu'on va se dire, j'ai mal, donc du coup j'arrête. Sauf que si on arrête, on va se déconditionner, diminution des capacités cardio-respiratoires, diminution de la masse musculaire. Donc malheureusement... Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et je vais être un peu tortionnaire, mais il faut faire typiquement du renforcement musculaire. Et en fait, plus on aura de masse musculaire, plus les articulations seront protégées. Donc même si c'est douloureux, il faut quand même faire du renforcement musculaire. Alors je ne dis pas que ça va enlever les douleurs, mais il y en aura peut-être un petit peu moins, d'être mieux les supporter. Et donc du coup, il faut aller là-dessus. On a 2 témoignages pour conclure cette émission. J'ai bénéficié de l'activité physique adaptée durant mes traitements. Moins de fatigue, pas de nausée, du bien-être. Merci aux équipes de Léon Bérard à Lyon. Et un autre témoignage, suite à un cancer du sein en 2014, j'ai fait de l'aviron, de l'escrime et du tir à l'arc. Cela m'a fait beaucoup de bien et je continue le sport. Franchement, on se rend compte que c'est porteur d'espoir et que c'est une autre façon de parler des traitements dans le cancer. Franchement, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir de transmettre les questions de nos téléspectateurs. C'était vraiment un sujet passionnant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rim, merci beaucoup. Charlotte, Odile, c'est toujours un plaisir. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais demain, ne vous inquiétez pas, on se retrouve. On reçoit l'actrice Camille Chamou qui nous parlera de son film qui traite notamment de la phobie des enfants. C'est à mourir de rire. Et on vous parlera notamment des secrets des super centenaires. Comment vivre longtemps et en très bonne santé. Dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et je vous dis à demain. Salut.